Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors aujourd'hui, je vous emmène du côté de Villedieu-la-Blouère dans le 49, en Maine-et-Loire. C'est l'entreprise France Génoise et son dirigeant Nicolas Faguier. Bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Nicolas Faguier, j'ai entre mes mains ce livre que vous avez écrit, Tribunaux de commerce, l'euthanasie économique. C'est publié aux éditions Baudelaire. C'est sorti au mois de juin. Alors avant de parler directement de votre livre, je voudrais que nos auditeurs comprennent bien ce que vous faites chez France Génoise. Il s'agit donc d'industrie alimentaire. Alors effectivement, nous on est un métier qui est un peu particulier, qui n'est pas connu du grand public. On fabrique des produits intermédiaires pour les pâtissiers. Donc, tous les métiers de la pâtisserie, donc partout où il y a des pâtissiers. Nous, on fabrique des génoises, fonds de tarte, coques de macarons. Alors, souvent, le grand public imagine que les professionnels fabriquent tout. Bon, pour des raisons d'organisation et de praticité, il y a certains produits qui sont uniquement assemblés. Alors, évidemment, je le précise tout de suite, qui ne sont pas gages. On peut faire de très bons produits en usine. En tout cas, nous, c'est notre créneau. On fabrique avec du matériel qui est digne de ce que peut faire un artisan. C'est notre positionnement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un développement, quoi. Bon, donc du volume, mais de qualité. Et vous ne cassez pas un mythe. On savait que les boulangers, effectivement, pâtissiers n'avaient pas forcément le temps de faire notamment les fonds de tarte et la génoise. C'est important quand même de le préciser. Pour parler de l'histoire de votre entreprise, Nicolas Faguier, c'est l'histoire d'une entreprise qui a grandi et qui a sans doute grandi trop vite, et c'est peut-être là le début de vos ennuis. Racontez-nous. Alors c'est vrai que nous, moi quand je suis arrivé il y a 18 ans comme salarié, l'entreprise faisait, c'était en francs à l'époque, je vous donne en euros, à peine 400 000 euros de chiffre, on était moins de 5 salariés. Une entreprise familiale, dans laquelle tout à fait, ouais. Donc moi je suis devenu actionnaire en 2001 et puis gérant majoritaire en 2004. On a construit le bâtiment que certains connaîtront peut-être, qui est situé entre Valette et Mousillon. Le bâtiment du Petit Mousillon à l'époque. À l'époque, dans le 44, en Loire-Atlantique. Ouais, tout à fait, c'est moi qui ai construit en 2001. On a connu vraiment de bonnes années. On a fait de très bonnes années à l'époque. On s'est développé très très vite. Puisque vous voyez, en 2003-2004, on est passé de à peine 400 000 à 2 400 000 euros de chiffre d'affaires. Pour le coup, en euros. C'était 400 000 euros, passé à 2,4 millions. Mais qu'est-ce qui a fait, Nicolas Faguier, que vous avez explosé en plein vol ? Alors, comme je viens de le dire, on avait changé d'usine déjà en 2001. C'était une marge déjà assez osée. Un changement d'usine, ça peut être compliqué. On a refait un changement d'usine en 2007. Pourquoi ? Parce qu'on avait une activité effectivement qui était le Petit Mousillon, spécialité locale qui est avec le muscadet, que beaucoup connaissent. À consommer avec modération. Voilà, tout à fait. Et puis à côté, on avait une activité effectivement, donc produit intermédiaire pour les pâtissiers, qui elle avait littéralement explosé. C'est ça qui nous portait la croissance. Donc on a voulu scinder les deux activités entre la partie produits régionaux et la partie produits de pâtisserie. Donc on a cherché un autre bâtiment. Je me doutais qu'on trouverait parce que dans le coin il y a quand même pas mal d'usines. À partir du moment où on passe après côté Maine-et-Loire, qui est à 5 minutes, il y avait pas mal d'usines malheureusement qui ont fermé. Donc je me doutais qu'on allait trouver un bâtiment pour notre activité. Ce qu'on a réussi, donc dès 2007, on a entrepris d'aménager un nouveau bâtiment, 6 fois plus grand que celui qui est à Mousillon, pour ceux qui connaissent. Et donc agrandissement et nouvelle ligne de produits que vous voulez développer. C'est bien ça le sujet. Il y avait effectivement en projet une nouvelle ligne de production, nouvelle gamme de produits, nouvelle famille de produits. Et donc, jusqu'ici, on avait connu vraiment un cercle vertueux. C'est vrai que on était vraiment dans une logique de développement continu. Et ça a un énorme avantage, c'est quand vous faites des erreurs, vous pouvez l'absorber plus facilement. Là, on a vraiment eu, je dirais, une cassure. Il y a eu un enchaînement de faits qui, à partir de 2007, qui ont déstabilisé vraiment la trajectoire, qui ont déstabilisé le développement d'entreprise. Et à partir de là, on a après le cercle vertueux, on a connu le cercle descendant. Voilà. Bon, alors ça veut dire que pire que de ne pas avoir d'activité, là vous en aviez trop et vous ne pouviez pas répondre. Alors effectivement, et je le raconte dans le livre, et ça surprend les gens quand on leur en parle, mais il y a pire que la sous-activité, il y a la suractivité, mais la vraie. Parce que quand on dit suractivité, les gens ils s'imaginent bosser en 2-8, en 3-8. Là on parle, la vraie suractivité, c'est quand vraiment
les commandes dépassent votre capacité. Et là où vous travaillez, on s'est retrouvé. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un concurrent qui a brûlé été 2007. Ça a fait partie des éléments qui nous ont déstabilisés, dans le sens où le nouveau bâtiment n'était pas prêt. L'ancien bâtiment, du coup, était plus qu'à saturation. On s'est retrouvé à travailler en 3/8, 7 jours sur 7, avec des difficultés de recrutement, de formation. Enfin bon, je vous dis vraiment, j'essaye de le décrire dans le bouquin. Vous perdez le contrôle. C'est très bien décrit. Vous perdez le contrôle. Ça veut dire qu'en 2008, pour que nos auditeurs comprennent bien, avec cet enchaînement, cet alignement de planètes défavorables, vous vous retrouvez, alors je vais dire en redressement judiciaire, mais c'est pas le cas, c'est en procédure de sauvegarde. Il faut expliquer très rapidement la différence. Vous vous retrouvez en procédure de sauvegarde. Alors, vous êtes les premiers bénéficiaires de ce dispositif, de procédure collective. 7e dossier, au tribunal de Nantes. Quelle est la différence concrètement ? Alors, je vais vous expliquer. Juste dans l'enchaînement, début 2008, on déménage l'usine sur le nouveau bâtiment. Là aussi, pas mal de choses d'imprévues, de choses qui ne se passent pas comme prévu. La famille produit qu'on devait caler avec le nouveau four, etc. Bon, il se trouve qu'on a beaucoup de mal à caler ce nouveau produit. Donc, à partir de là, vous commencez à avoir le feu quand même un peu partout. Et comme je le décris dans le bouquin, je dirais que les relations de confiance que vous avez nouées partout, que ce soit avec vos salariés, vos clients, vos fournisseurs, vos banquiers, vous vous retrouvez vraiment quasiment à en faire le deuil, quoi. C'est très compliqué de gérer une situation qui devient tendue parce que vous êtes remis en cause dans cette confiance. Et il faut aussi faire le deuil de cette confiance. C'est très, très difficile à vivre humainement. Vous dites justement, vous l'écrivez, page 83, lorsque tu es dirigeant et que tu es en situation de défaut, tu dois faire le deuil de toutes les relations de confiance des partenaires qui t'entourent. Bien sûr, les clients, mais les banques aussi, les fournisseurs, les salariés. Tu deviens suspect aux yeux de tous. C'est une situation très difficile à vivre. Énormément de dirigeants ne le supportent pas et entrent en dépression sévère. Certains divorcent, rajoutant à la détresse économique une détresse personnelle énorme. Certains se suicident. Vous n'avez pas peur d'aller trop loin en écrivant ça ? Absolument pas. Regardez les chiffres. Tous les ans, vous avez des chefs d'entreprise qui se suicident et c'est assez surprenant qu'on en parle finalement assez peu. De temps en temps, on parle des agriculteurs qui sont dans la catégorie chef d'entreprise, faut pas l'oublier, mais pas que. Et vraiment, j'attire l'attention sur le fait que la détresse économique des dirigeants, pour ceux qui le vivent, on parle quand même de 60 000 dépôts de bilan par an. Donc on ne parle pas de quelques centaines de personnes, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est une détresse qui ne rencontre pas d'écho. C'est une détresse pour qui il y a une absence, je dirais, de compassion. Comme si le dirigeant d'entreprise était quelqu'un qui, il a le droit de souffrir et puis s'il pouvait le faire en silence, ce serait bien. Donc, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir là-dessus. Le chef d'entreprise, c'est monsieur tout le monde. Vous comme moi, tout le monde peut aujourd'hui monter sa boîte, s'éclater, entreprendre. C'est aussi quelque chose de passionnant. Il y a un message aussi dans le bouquin là-dessus. Il n'est pas que négatif. Donc, vraiment, il faut désacraliser le métier de chef d'entreprise. Ça, c'est très important. Il ne faut pas en faire un truc d'élitiste réservé à ceux qui ont beaucoup d'années d'études après le bac. Non, mais vous êtes lucide dans les raisons de votre échec et de votre redressement aussi. Vous l'expliquez, justement, c'est porteur d'espoir ce livre. Pour autant, quand vous dites que ça ne trouve pas d'écho, cet isolement et ces difficultés, vous allez plus loin. Parce que c'est quand même le titre de votre livre, les tribunaux de commerce, ça s'adresse quand même, et ça met en avant le dysfonctionnement de ces procédures collectives. Vous dites, page 160 notamment, les tribunaux de commerce qui devraient être des hôpitaux, vous écrivez en majuscule, pour entreprises et entrepreneurs malades, sont en réalité des abattoirs. Alors, le chiffre, moi, je ne l'invente pas. Et vraiment, là aussi, je pense que les auditeurs doivent vraiment le recevoir avec la gravité qu'il doit y avoir avec. Sur les 60 000 dépôts de bilan qu'on a en France, vous avez 99% de liquidation. Soit pendant la procédure, soit 1 à 2 ans après être sorti de plan de continuation. Donc autant dire qu'on est sur un échec quasi total. Quand j'en ai parlé au président du tribunal de commerce de Nantes, il m'a corrigé en me disant que c'était pas 99, mais que le chiffre de l'INSEE était à 97, parce que là, sur la base, au départ, il retire les entreprises qui étaient en bonne santé, mais qui demandaient parfois à être fermées, ce qui arrive aussi, parce qu'il y a des structures des fois qui sont uniquement juridiques. 99, mais Nicolas Faguier, c'est la faute des tribunaux de commerce ou des mandataires et des administrateurs. Il faut quand même faire la différence. Moi, si vous voulez, j'espère, il nous reste 2 ans à rembourser ce qu'on doit à nos fournisseurs, à nos créanciers, qu'on fera partie des 1% des entreprises qui s'en sortent. C'est un privilège énorme. Pourquoi ? Alors, et je me dois
de réfléchir. Bon, effectivement, pourquoi on s'est retrouvé en défaut. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle de regarder les choses en face. Donc ça, dans le bouquin, il n'y a pas que des choses à ma gloire. Absolument. Il n'y a pas que des choses à ma gloire. Les erreurs, je pense qu'il faut les regarder en face. Et puis 2, pourquoi nous, on s'en sort? Pourquoi on fait partie des 1% qui s'en sortent? On a eu en une 30 chance secondes, parce qu'on arrive énorme, au bout, on a une malheureusement, chance déjà. énorme, c'est d'être accompagné par des juges qui se sont vraiment dévoués. Donc le bouquin fait bien le distinguo entre les juges qui sont dévoués bénévoles et les administrateurs et les mandataires, où là, il y a un énorme problème. Effectivement, je le décris dans le bouquin, on a vraiment eu des bâtons dans les roues de ce côté-là. Pour certains, notamment, qui sont également avocats d'affaires, et vous dites que cette confusion des genres est forcément préjudiciable. Nicolas Faguier, je suis désolé de vous bousculer un petit peu, on arrive déjà au bout. Je vous réinviterai pour qu'on suive votre aventure, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Tout est bien expliqué dans ce livre que je vous conseille vraiment vivement d'acheter. Ça raconte votre aventure et justement la façon dont vous vous êtes relevé, notamment en associant les salariés et les collaborateurs au capital. La semaine prochaine, j'en profiterai rapidement pour vous dire que je recevrai Christian Guellerin. Il est directeur général de l'école de design de Nantes-Atlantique. Et vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur les players et sur l'application MySun. À très bientôt. Merci à vous. Semaine à tous. Merci Nicolas.